bienvenue dans notre exploration du jour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment clé pour beaucoup d'entreprises. Comment on utilise efficacement les démos, les essais gratuits pour transformer un simple intérêt en engagement concret. C'est vrai que c'est partout maintenant, surtout dans le numérique. On a l'impression que on peut plus lancer un service sans proposer ça, non? Pourquoi c'est devenu si important? Oui, c'est quasi une norme. Et la raison, elle est simple. Ça attaque de front l'incertitude de l'acheteur. C'est le frein principal. Pour un produit digital, un service dont la valeur n'est pas évidente tout de suite, pouvoir tester, c'est fondamental. Ça rend l'offre tangible. Et les bénéfices y vont plus loin. Moins de barrières psychologiques, la preuve directe de ce qu'on avance, on commence à bâtir la confiance et puis on collecte des données super utiles sur l'usage réel. Tout ça, ça vise à améliorer la conversion, bien sûr. D'accord, donc c'est bien plus qu'une simple façade. Bon, notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer tout ça. Comment on structure ses offres, quel format marche bien, comment on maximise les chances de transformer l'essai, quoi. Allons-y. Justement, les formats, j'imagine qu'il n'y a pas une seule recette miracle. Quelles sont les grandes options qu'on voit le plus? Non, effectivement, ça dépend beaucoup du produit, du service, du client cible. Mais on peut identifier, disons, 4 grandes familles. D'abord, il y a la démo guidée, en direct. Ça, c'est parfait pour les choses un peu complexes, qui demandent une explication, une personnalisation. L'avantage énorme ici, c'est l'humain. Un expert qui montre, qui adapte aux besoins du prospect, qui répond aux questions en direct. Ça crée une connexion. C'est l'approche un peu sur mesure, quoi. Très quali, mais j'imagine moins facile à déployer à grande échelle, hein. Là, on donne accès à tout, ou presque, mais pour 7, 14, 30 jours, ça dépend. L'utilisateur découvre seul, à son rythme, ça peut créer une habitude, et la deadline, ça met une petite pression. Et pour l'entreprise, c'est top pour voir ce que les gens font vraiment avec le produit. Intéressant. Et le troisième? Le modèle freemium. L'idée est différente. On offre une version de base gratuite, sans limite de temps, mais limitée en fonction. Le but, c'est d'attirer beaucoup de monde et d'en convertir une partie vers les offres payantes. Très fort pour les applis, les services grand public. L'enjeu, c'est de réussir à faire payer ceux qui utilisent la version gratuite. Ah oui, le freemium, cet équilibre subtil entre donner assez pour attirer, mais pas trop pour donner envie de payer. C'est un vrai défi, ça. Tout à fait. Et enfin, la quatrième voie, c'est la consultation gratuite, plutôt pour les services, conseils, coaching, agence. On offre une première session, un premier échange, ça permet de montrer son expertise, de créer un lien, de bien comprendre le besoin et de faire une proposition commerciale hyper ciblée derrière. La confiance se joue là. D'accord. 4 approches, donc chacune avec ses points forts. Alors, une fois qu'on a choisi son format, comment on s'assure que l'essai ou la démo est bien ficelé? C'est quoi les bases d'une offre qui tient la route? Ah, la structure, c'est la clé. Un essai mal fichu, ça peut même faire fuir. Le point de départ, mais vraiment, le point de départ, c'est des objectifs clairs. Pourquoi on fait cet essai? Pour avoir des inscrits? Pour convertir X%? Pour qualifier des prospects? Pour avoir du feedback? Il faut savoir ce qu'on mesure, définir les fameux KPIs. Sinon, on navigue à vue. Ensuite, un truc crucial, souvent sous-estimé, le parcours d'intégration, l'onboarding comme on dit. Les premières minutes sont décisives. L'utilisateur doit piger vite la valeur ajoutée. Le fameux déclic, le aha moment. S'il est perdu, s'il ne voit pas l'intérêt, il lâche l'affaire. C'est vrai que si on comprend pas vite, On abandonne. donc tutoriel, vidéo courte, message d'aide au bon moment, proposer une première action simple, faut guider. Cet onboarding, ça a l'air critique, ouais. J'imagine que les chiffres d'abandon doivent être terribles au début si c'est mal fait. Il y a des pièges classiques à éviter, là? Le piège numéro 1, c'est de vouloir tout montrer d'un coup. Submerger l'utilisateur. Non, il faut aller à l'essentiel vite. Et aussi éviter un onboarding trop générique. Si on peut personnaliser un peu selon le profil, c'est mieux. Autre pilier, pour les essais limités dans le temps, la durée optimale. C'est un vrai casse-tête, ça. Trop court, c'est frustrant, on n'a pas le temps. Trop long, l'urgence disparaît, on reporte, on oublie. L'idéal, ça dépend de la complexité, du temps qu'il faut pour voir des résultats, de ce qui se fait dans le secteur, souvent entre 7 et 30 jours. Mais bon. Faut tester, j'imagine. Plutôt que de copier le voisin. Exactement. Tester, tester, tester. Chaque produit est unique. Et enfin, pour le freemium ou les essais limités en fonction, le choix des fonctionnalités qu'on donne, c'est stratégique.
Donner assez de valeur pour accrocher, mais garder des trucs vraiment bien pour le payant. Faut inclure les bases, mais aussi peut-être une fonction « waouh ». Parfois, on limite le volume, genre 3 projets gratuits, plutôt que les fonctions elles-mêmes. Et montrer les fonctions payantes en grisé, ça peut créer l'envie. Cet équilibre, oui, entre donner et retenir. C'est vraiment le cœur du sujet, on dirait. Bon, alors on a notre utilisateur, il est inscrit, l'essai est bien fait, mais le but c'est la conversion. Comment on pousse gentiment vers l'achat? Quelles sont les techniques qui marchent? Alors là, oui, c'est le moment d'être proactif. La première clé, c'est la communication. Mais pas n'importe comment. Proactive et pertinente. Faut pas harceler, mais accompagner. Ça peut être une série d'emails bien pensés qui montrent des usages, des fonctions au fur et à mesure. Proposer un webinaire. Envoyer des petits messages dans l'appli. Bravo, vous avez fait X. Voire contacter si on voit que la personne est bloquée. Cette communication, c'est intéressant. Mais le risque, c'est pas de saouler les gens avec trop de messages. Comment on trouve la bonne dose? C'est tout l'art. La pertinence, c'est la clé. Le message doit aider. Une astuce, un bénéfice lié à ce que la personne a fait. Une invitation utile. Faut éviter le blabla générique et se baser sur ce que la personne fait vraiment dans l'outil. Segmenter, c'est essentiel ici. Ensuite, souvent, il faut... Créer en sentiment d'urgence, mais éthique, hein? La fin de l'essai approche. Hop, un petit compte à rebours discret. Une offre spéciale Early Bird pour ceux qui se décident vite. Rappeler ce qu'ils vont perdre, les bénéfices qu'ils ont touchés du doigt. Des témoignages d'autres qui sont passés au payant, ça aide aussi à lever les doutes. D'accord, créer l'urgence, mais sans manipuler. Voilà. Et puis, rendre la transition vers le payant hyper facile. Le paiement, ça doit être fluide. Le moins d'étapes, le moins de clics. Surtout, garantir que tout ce qu'on a fait pendant l'essai, les données, les réglages, est conservé. Proposer plusieurs moyens de paiement, une garantie satisfait ou remboursé, ça rassure. Et des tarifs clairs, bien sûr. Rendre l'achat presque invisible, quoi. On clique, c'est bon, on continue. C'est l'idéal. Et enfin, une approche de plus en plus forte, la personnalisation via les données. Ce que l'utilisateur a fait ou pas fait pendant l'essai, c'est de l'or. On segmente. Un tel a beaucoup utilisé la fonction X. On lui en parle dans l'email de fin d'essai. Une telle ressemble au client Y. On lui montre son témoignage. On peut même suggérer le meilleur plan tarifaire selon son usage. C'est bien plus fort qu'un message passe-partout. Utiliser les données pour affiner le message final, ça change tout. C'est plus un simple essai, c'est un dialogue qui aboutit à une offre sur mesure. Bon, malgré toutes ces bonnes idées, j'imagine qu'on peut quand même se planter. Quelles sont les erreurs les plus bêtes ou les plus fréquentes qui peuvent plomber une stratégie d'essai gratuit? Oh oui, il y a de quoi faire. Une des pires, c'est de demander trop d'infos à l'inscription. Le formulaire rallonge avant même d'avoir vu le produit, c'est radical pour décourager. Pour un essai gratuit, normalement, email, mot de passe, ça suffit au début. On peut proposer la connexion via Google, LinkedIn, etc. Le reste, on le demande plus tard, si besoin, en expliquant pourquoi. Ouais, le formulaire interminable, c'est un tue-l'amour direct. Carrément. Autre erreur classique, négliger l'expérience utilisateur UX. Le produit peut être génial, mais si l'interface est nulle, si c'est lent, si ça bug, si le support répond pas, l'expérience est mauvaise et adieu la conversion. Fluidité, rapidité, intuitivité, réactivité du support, c'est pas négociable pendant l'essai. C'est l'image globale du service qui est en jeu, pas juste les fonctions. Exactement. Troisième bourde, très fréquente, exiger la carte bancaire pour un essai dit gratuit. Sauf cas très particulier, ça fait fuir une tonne de monde. Ça crée une friction monstre, les gens se méfient, on va me débiter. Il y a souvent d'autres options, un essai plus court sans CB, un freemium, une démo guidée. Ah oui, demander la carte d'emblée, ça peut vraiment refroidir. Ça donne l'impression qu'on n'a pas confiance dans le produit lui-même pour convaincre. C'est tout à fait ça. Et enfin, une erreur d'optimisation. Sous-estimer le suivi post-essai. Celui qui ne convertit pas tout de suite n'est pas perdu. Il a montré un intérêt, il a testé. Faut comprendre pourquoi il n'a pas acheté, une petite enquête, et garder le contact intelligemment. Lui envoyer des infos sur les nouveautés, lui proposer une offre de retour plus tard. Ces prospects tièdes, ils sont précieux. Ne pas voir la fin de l'essai comme une porte fermée, mais comme une pause. Intéressant. Alors avec tout ça, comment on sait si ça marche et surtout comment on améliore le truc en continu? La réponse est simple. Vous le mesurez et optimisez. Faut suivre les bons chiffres, les fameux KPIs, pas juste le nombre d'inscrits, mais le taux d'activation. Combien utilisent vraiment? Le taux d'engagement. Ils utilisent les fonctions clés. Ils reviennent.
Et bien sûr, le taux de conversion en payant. Et puis relier ça au coût pour voir le ROI. Une fois qu'on mesure, on peut améliorer. Et là, l'outil magique, c'est les tests AB. Faut voir l'essai gratuit comme un produit à améliorer sans cesse. On peut tout tester. La durée, les fonctions incluses, les emails, les boutons, le processus d'inscription, l'onboarding, quand est-ce qu'on demande la CB. On teste une chose à la fois sur une partie des gens et on voit ce qui marche le mieux pour faire grimper les conversions. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est jamais fini. Le marché bouge, les gens changent. Optimiser ces essais, c'est un travail continu d'apprentissage, de tests, d'ajustement basé sur les données. Il n'y a pas de recette miracle, mais il y a une méthode pour trouver la sienne. C'est une approche très vivante, en fait. Donc, si on résume, pour réussir ces démos et essais, il faut bien choisir son format, soigner l'accueil, l'onboarding, communiquer intelligemment pendant, rendre la conversion super simple, apprendre de ses erreurs et surtout, mesurer et tester encore et encore. C'est exactement ça. Une démo ou un essai bien fait, c'est un levier stratégique énorme. C'est pas juste un coût, c'est un investissement pour bâtir la confiance et prouver sa valeur. Avec de la méthode, de l'empathie et cette culture du test, ça devient une vraie machine à clients. Voilà qui est clair et donne des pistes très concrètes. Merci beaucoup pour cet éclairage et merci à tous de nous avoir suivis. Peut-être une dernière petite question. Pour la route, on a beaucoup parlé de convertir en client payant. Mais quelle valeur on peut tirer de tous ceux qui testent, mais qui ne convertissent pas tout de suite? Au-delà de la déception de la non-vente, qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Leur parcours, leurs clics, leur silence même. Il y a sans doute une valeur cachée là, non?